Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des phénomènes qui accompagnent la contraction du muscle squelettique. Et là, on va rappeler que le muscle squelettique qui est attaché au squelette par les tendons assure d'une part la mobilisation du corps dans son environnement, il assure la stabilisation donc des articulations ainsi que le maintien de notre posture globale du corps et la production de la chaleur. Alors, on a vu aussi que ce muscle squelettique représente l'effecteur normalement des réactions motrices, plus exactement dans le cas du réflexe myotatique, mais il peut être aussi normalement un effecteur des réactions qui sont volontaires. Et on a vu aussi que dans l'organisme, l'activité musculaire, comme vous le voyez ici, normalement, elle doit être commandée par le système nerveux, donc qui va envoyer un message nerveux moteur à travers des fibres qui sont motrices et il va y avoir l'activation de la synapse neuromusculaire qui va être à l'origine donc de la naissance d'un PA musculaire, lequel PA musculaire va être responsable de la contraction de ce muscle. Donc là, on va essayer de voir, normalement, cette contraction musculaire, donc elle va être accompagnée par, d'une part, une production donc d'une force, c'est un phénomène qui est mécanique, mais d'autre part, il y a un phénomène électrique. Quels sont maintenant les autres phénomènes qui peuvent accompagner cette contraction musculaire? Voyons là qu'au cours d'un effort physique, il va y avoir un dégagement donc de la sueur, c'est-à-dire c'est un phénomène qui est thermique. Et parallèlement, on peut observer dans la photo là, normalement, il y a une augmentation de la respiration cellulaire et par conséquent, normalement, il va y avoir une augmentation donc de développement des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire c'est une vasodilatation. Donc ce développement des vaisseaux sanguins ainsi que cette augmentation de la respiration donc, vont être représentés par des phénomènes qui sont chimiques et énergétiques. Donc dans cette séquence vidéo, nous allons voir d'une part quelle est la relation entre l'activité électrique du muscle ainsi que son activité mécanique. D'autre part, on va essayer de voir quelles sont les manifestations qui sont thermiques de cette contraction musculaire et parallèlement, donc, voir l'origine de l'énergie nécessaire pour la contraction du muscle. Alors, commençons par donc l'étude expérimentale de cette contraction musculaire. Alors, cette contraction musculaire peut être enregistrée à l'aide d'un appareil appelé un myographe. Et là, on va observer que pour une seule stimulation qui est efficace du nerf moteur ou bien directement du muscle squelettique, on obtient un phénomène qu'on appelle le myogramme qui représente le phénomène mécanique du muscle et qui va être représenté par normalement une courbe qui est divisée en 3 parties, c'est-à-dire comporte 3 phases. Alors, commençons par voir la première phase à la suite de cette stimulation. Il va y avoir un temps donc de latence. Ce temps de latence, ça représente le temps mis par le message pour arriver vers le muscle et assurer sa contraction. Ensuite, une deuxième phase représentée par la phase C, appelée la phase de contraction, qui correspond à un raccourcissement donc du muscle. Et une phase, troisième phase, c'est la phase de relâchement, R, donc, qui représente le retour initial donc, de la position initiale du muscle à sa valeur, ça veut dire initiale. Et vous voyez ici que là, il y a une certaine amplitude maximale donc, de la contraction musculaire. Le myogramme qui est représenté est appelé une secousse musculaire. Alors maintenant, essayons de voir quelle est la relation entre le phénomène qui est électrique et le phénomène mécanique du muscle, c'est-à-dire voir la relation entre le PA musculaire et la secousse musculaire. Et là, on va essayer de stimuler directement et efficacement une fibre musculaire, donc, ou bien là, donc c'est le muscle, et on va essayer d'enregistrer simultanément donc les phénomènes électriques ainsi que les phénomènes mécaniques donc à l'aide d'un oscilloscope donc pour voir la relation qui existe entre les deux. Et
On observe là que lors de cette stimulation, il va y avoir un phénomène mécanique représenté par la secousse musculaire et un phénomène électrique représenté par le PA musculaire, donc qu'on appelle aussi un électromyogramme. Et on va constater que ce PA musculaire va être situé exactement dans le temps de latence. Donc, on va déduire que ce phénomène électrique précède le phénomène mécanique. Et là, il existe bien une relation de causalité entre les deux pour dire que, normalement, le phénomène électrique, qui est le PA musculaire, va déclencher la contraction musculaire. Maintenant, on essaye de voir les phénomènes thermiques qui accompagnent normalement cette secousse musculaire, c'est-à-dire les phénomènes normalement mécaniques. Et là, on va observer que lors d'un effort physique, il va y avoir un dégagement de la chaleur qui va permettre normalement l'échauffement donc du corps lors de cette contraction. Et on peut même mesurer normalement cette chaleur grâce à une technique appelée la thermographie, où on va observer la propagation donc de cette chaleur sous forme donc de rayons qui sont infrarouges. Et quand vous le voyez ici, la zone où le muscle est en activité donc va présenter une température plus élevée représentée par la couleur rouge. Donc, et comme ça, on peut voir qu'il y a bien un dégagement de chaleur dans notre corps lors normalement de cette contraction qui va augmenter lors de la contraction. Maintenant, expérimentalement, comment peut-on mesurer cette chaleur qui est dégagée? Et là, on va utiliser un montage où on va utiliser deux aiguilles, normalement qui sont formées par deux métaux, le cuivre et le nickel, qui vont être soudés et on va placer d'une part donc une aiguille dans un muscle qui va être au repos et donc là, la valeur donc elle est constante et là l'autre aiguille va être placée au niveau du muscle contracté. Donc lorsqu'on va stimuler le nerf sciatique. Donc, et la différence de température sera convertie en phénomène thermique qui va être enregistré grâce à un oscilloscope. Au cours de la secousse musculaire, il va y avoir un dégagement de chaleur, dite chaleur initiale. Cette chaleur, elle va être intense, elle va être rapide et située au moment de la secousse musculaire. Mais après la secousse musculaire, on peut voir aussi un dégagement d'une deuxième chaleur, dite chaleur retardée. Et vous remarquez que cette chaleur retardée, elle va être donc lente et normalement moins intense. Donc là, on va aussi déterminer que cette chaleur en réalité initiale qui est située au moment de la contraction musculaire, c'est-à-dire la secousse musculaire, en fait, elle va être subdivisée en deux types de chaleur. D'une part, une chaleur dite chaleur initiale de contraction, située par rapport à la phase de contraction donc du muscle, et une deuxième chaleur dite une chaleur initiale de relâchement située au moment de la phase du relâchement du muscle. Ensuite, il va y avoir bien sûr la chaleur retardée donc après la secousse musculaire. Donc voyons maintenant quelle est l'origine de ces chaleurs qui sont dégagées. Donc on va supposer que notre muscle est à l'origine de réactions chimiques qui vont être exothermiques. Et on a vu tout à l'heure que lors d'un effort physique, il va y avoir une augmentation de la respiration. Peut-on dire est-ce que cette respiration peut être à l'origine du dégagement de la chaleur? Et là, on va passer à une expérience pour répondre à cette question et d'autre part, chercher quelle est l'origine de l'énergie qui va être responsable de la contraction du muscle. Donc, comme hypothèse, on va dire que parmi ces réactions chimiques, probablement, il s'agit de la respiration cellulaire. Et là, on va voir la différence entre la composition du sang qui entre dans le muscle et d'autre part, le sang qui sort par le muscle. Les résultats vont être représentés par ce tableau
Et quand vous le voyez là, le volume du sang qui traverse le muscle, donc il va augmenter donc, lorsque le muscle il va être en activité, de 12 à 56 litres, là que vous observez en 1 heure par kilogramme de muscle. Donc là, le débit sanguin a bien augmenté. Voyons maintenant l'oxygène qui va être utilisé par le muscle. Donc on va constater aussi que l'oxygène dégagé, il y a bien une augmentation. Il a augmenté. De même, normalement, le dioxyde de carbone qui est rejeté, donc dans ce cas, on constate une augmentation. Alors, le glucose qui est utilisé, de même, il va augmenter. On remarque que les protéines et les lipides utilisés ne sont pas utilisés par ce muscle. L'origine de cette énergie, c'est bien donc le glucose qui va être dégradé pour donner l'énergie nécessaire à la contraction. Donc, on va la mettre comme hypothèse. Donc, notre hypothèse, l'énergie nécessaire pour la contraction provient immédiatement de l'oxydation du glucose, puisque l'oxygène a augmenté et la quantité de glucose utilisée a augmenté. C'est bien la respiration cellulaire. Donc, notre hypothèse, c'est que la respiration cellulaire, c'est elle qui représente l'énergie immédiate, normalement la source d'énergie immédiate pour la contraction donc, du muscle, selon l'équation que le glucose, qui est un métabolite énergétique, qui va être oxydé pour libérer, c'est une oxydation complète, pour libérer le CO2, le H2O et une énergie. Donc, cette énergie va être utilisée pour la contraction du muscle ainsi que pour le dégagement de la chaleur. Vérifions maintenant cette hypothèse. Alors, pour cela, on va essayer de voir que si on stimule efficacement un muscle, mais dans ce cas, si la respiration représente la source immédiate donc de cette énergie, plaçons un autre muscle dans un milieu azoté anaérobique et on va exciter efficacement les deux muscles. On va constater que dans les deux muscles, il y a bien une secousse musculaire, ça veut dire une contraction. Donc, la conclusion, donc, il n'y a pas une utilisation de glucose lors de cette contraction musculaire. Mais par contre, on remarque aussi que la chaleur initiale, elle est présente dans les deux muscles. Ça veut dire que aussi cette chaleur initiale ne dépend pas directement de cette oxydation du glucose. Mais on remarque que dans le muscle qui est placé dans un milieu aérobique, il y a bien un dégagement de chaleur retardée qui est absente dans le cas donc du muscle placé dans un milieu anaérobique. Donc, notre conclusion, on va dire que le fait qu'on a utilisé un milieu aérobique et un milieu anaérobie, et il y a bien une contraction du muscle, ça veut dire que la source directe de cette contraction ne correspond pas à cette oxydation du glucose. Donc, elle ne représente pas la respiration. Mais l'absence de cette chaleur retardée dans le cas où on a placé le muscle dans un milieu anaérobique, donc elle disparaît dans ce cas. Ça veut dire que c'est elle qui va être responsable du dégagement de cette chaleur retardée. Donc là, quelles sont les autres, normalement, réactions qui interviennent? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la chaleur retardée provient de cette respiration cellulaire, ça veut dire l'oxydation du glucose. Donc, quelles sont les réactions métaboliques à l'origine de dégagement de la chaleur initiale, qui vont être des réactions anaérobies? Et d'autre part, quelle est l'énergie donc utilisée directement par le muscle lors de sa contraction? On va essayer de répondre à ces deux questions dans une séquence vidéo prochaine. Merci pour votre attention.